Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. 9127 Camerounais se sont installés de façon permanente au Québec en 2024 selon le bilan démographique 2025 de l'Institut de la statistique du Québec au Canada. Ce chiffre, en hausse de 42% par rapport à 2023, représente 15,4% de l'immigration permanente totale dans la région. Le Cameroun est donc le premier pays d'origine des migrants québécois, devant la France et la Chine, entre autres. Une progression spectaculaire puisque le pays de Paul Biya, absent du top 15 avant 2022, est entré en 7e position la même année, puis s'est propulsé à la 2e place. Cette croissance exponentielle qualifiée de migration massive et de fuite des cerveaux suscite notamment des préoccupations exprimées par le groupement interpatronal du Cameroun. En septembre 2024, le GICAM alertait déjà sur ce phénomène alors qu'environ 6000 Camerounais avaient déjà immigré au Canada en début 2024. Pourquoi cette augmentation brutale et soutenue de l'immigration camerounaise vers le Québec ? Quelles sont les conséquences économiques et sociales de cette fuite des cerveaux et de cette migration massive de travailleurs? Les explications de nos invités à suivre dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, place au journal. Ce 29 mai est jour de fête pour les chrétiens du monde entier qui célèbrent l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel après sa résurrection selon les Écritures. Bekima Mboulé, pasteur de l'Église évangélique du Cameroun, rappelle la signification de cette fête pour les chrétiens. Selon lui, l'ascension représente la possibilité pour les chrétiens de s'élever au-dessus des difficultés et des peines de la vie, à l'exemple du Sauveur. Elle ouvre également la voie à la réception du Saint-Esprit qui sera envoyé lors de la Pentecôte et qui est essentiel pour l'équilibre et la vie du chrétien. Je vous propose de l'écouter au micro de Laurent Bongo. L'ascension de Jésus vers le ciel pour les chrétiens aujourd'hui représente notre ascension au-dessus du monde, au-dessus des peines, au-dessus des tracasseries, au-dessus de tout ce qui veut nous ramener vers le bas. L'ascension nous donne cette énergie qui nous permet de savoir que nous avons la possibilité, comme Christ, de nous élever au-dessus de tout cela. Et l'ascension signifie aussi l'ouverture vers l'accueil du Saint-Esprit qui sera envoyé à Pentecôte. C'est à l'ascension qu'on s'ouvre à ce don du Saint-Esprit qui est très important dans la vie du chrétien pour son équilibre. Et les chrétiens de l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé, ont été invités pour l'occasion à bannir toute angoisse et inquiétude face à l'avenir. Le message central est clair. Les inquiétudes sont inutiles car Jésus a vaincu le monde. Son ascension au ciel reste une source profonde de réconfort pour le croyant qui n'est pas abandonné en Christ. Le chrétien a un avenir certain et n'a aucune raison de craindre l'incertitude. Je vous propose de d'écouter justement le révérend Ngolo Guy Mathurin, pasteur de la paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé, au micro de Sébastien Oyébé. Dieu a le contrôle de la vie, Dieu a le contrôle des nations, Dieu a le contrôle du monde. Nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes pour l'avenir doivent être bannies parce que Jésus a vaincu le monde. Alors, le Seigneur qui rentre vers le ciel nous rassure que nous ne sommes pas seuls et que nous ne nous battons pas seuls pour notre avenir. Il est avec nous. Dans le reste de l'actualité, les commerçants du marché de Sandanga, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, région du littoral, déplorent la présence d'un énorme tas d'ordures dans leur espace marchand.
Des ordures en état de décomposition à l'origine d'odeurs nauséabondes, responsables de plusieurs maladies. Conséquence directe, les acheteurs, les clients fuient le marché, ce qui paralyse sérieusement leur activité économique. En retour, certains commerçants accusent l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité de négligence, surtout pour son incapacité à évacuer les déchets. Le reportage d'Olivier Fotso et Fondre des Marquaises. For close to a month now, the pungent odor from the huge pile of garbage at the Sandaga market has been suffocating vendors. Les asticots partout, on patauge dans la boue, la poubelle. On ne parvient pas à vidanger les odeurs. Le marché est plein, le marché est pollué, sale. Pourtant, nous, on dépense pour être à l'aise. Some of the traders, especially women, explained that the failure to remove the debris by the hygiene and sanitation company breeds mosquitoes and maggots. Right now, it's almost 2 weeks. They haven't swept the market. So we find it very difficult to enter in the market and sell with cement. Yeah, a lot of people have even fought itself because of this dust in the market. So if we can sell in this kind of environment, I don't appreciate it. Because the government himself, at least he should look a better solution for this, because this Sanaga, this is the highest market that at least is providing food. Everything enters in Sanaga before going out. So if they can leave it with dirtiness like this, it's not good. The huge pile of garbage emits a pungent odor that not only affects the population but also scares buyers from within and outside Cameroon from accessing the market. Most of our customers even stop the market, because you don't have access to enter the market again. Customers don't have access to work in the market slowly, to work in the market freely as they do at first. Aside from the traders who lament the negative impact of the dead porters at the Sandaga market are also feeling the pinch. Les porteurs en général, pourquoi? Ça affecte les pieds. Pour qu'on ne puisse pas transporter les marchandises des mamans qui sortent du marché. Some of these vendors say they are exposed to all sorts of diseases like cholera. On va avec la saleté, les asticots, les mouches. C'est ça qui veut nous tuer ici là. Oui. Donc si on a le choléra ici à Sandaga, c'est que Isaac nous a abandonnés. The business persons at the market are pleading for timely intervention before the garbage encroaches further. Dans la région de l'Ouest, cette fois, l'activité commerciale reprend progressivement au lieu-dit contrôle forêt Ketchang, à quelques mètres de la falaise dans le département de la Menoie. Au lendemain du double éboulement meurtrier du 5 novembre 2024, les commerçants et commerçantes installés sur le trottoir avaient plié bagages pour défaut de clientèle. Près de 4 mois après ce double glissement de terrain, une déviation avait été aménagée pour faciliter la traversée. Les commerçantes, en attendant la réhabilitation complète des 367 mètres de route, sont de retour devant leurs étals à la recherche de leur pain quotidien. Elles s'expriment dans ce reportage de Loïc Teguia et Franck Duroc-Tassonquin. Au sommet des collines du quartier litieux, situé à quelques mètres de la falaise de Chang, la broussaille a repris le contrôle sur des espaces autrefois occupés par les commerçants. Mais à ce jour, un retour progressif au contrôle mixte, abandonné au soir du 5 novembre 2024, est constaté. La trentaine de vendeurs qui proposaient des produits champêtres revient peu à peu. On a trop souffert ici là. Oui, parce qu'il n'y avait plus la route, mais comme les activités ont un peu commencé, avancé, c'est pour ça que nous sommes maintenant en route pour chercher un peu quoi survivre. Nous, on a beaucoup souffert. Parce que cette route, franchement, ça nous aide quand même à vendre 5 francs pour que les enfants suivent avec. Dans cette partie du groupement Forêt Ketchang, dans la région de l'Ouest, femmes et enfants ont fait de ce sommet un marché permanent de vivres, offrant ainsi aux usagers la possibilité de se ravitailler au cours de leur déplacement. Avec les revenus de cette modeste activité menée sur le trottoir, ces femmes réussissaient à subvenir aux besoins de leur famille. Je suis content qu'on est en train d'arranger la route. Parce que ça a tué les gens, mais on va faire comment? Il ne restait qu'à la maison, non. Je disais qu'elle va faire comment? Quand c'est ici, là, quand nous, on se bat, quand les gens souffraient pour manger, on a voir. Et quand la route commence là, nous, on est content, on est fiers. Par semaine, on peut avoir mes 4 000 francs. Quand je sors au champ, je mets ici les voyageurs là, donc quand
Quelqu'un peut garer là, il vient dire que non, je veux les pommes, ou je veux la chou, tout ça. Ou je veux l'eau. Oui, nous même n'achète même pas. Nous te disons que c'est cher. L'activité reprend progressivement et la vie aussi. Mais la fermeture de la falaise de Tchang, liée aux travaux de réhabilitation de la section effondrée, a rendu difficile le quotidien de ces mères d'enfants. Tout au long de cette période d'inactivité, nous confie-t-elle, les prières ont été élevées afin d'implorer la bonté du plus haut dans l'éradication des drames du genre sur cette route qui dessert les régions de l'ouest, du littoral et du nord-ouest. Elle plaide par ailleurs pour le développement des infrastructures routières, car, disent-elles, comme un ardage bien connu au Cameroun, lorsque la route passe, le développement suit. Et toujours dans la région de l'Ouest, cette fois dans le milieu de la presse, les journalistes sont formés aux meilleures pratiques pour garantir des reportages précis avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2025. Une rencontre à Bafoussam a été organisée par l'Association des éditeurs anglophones de journaux du Cameroun en collaboration avec le Conseil national de la communication. À l'issue de la formation, le président du Conseil, Joe Tchebonkin Kalabopso, a appelé les journalistes à être des instruments de vérité et non de propagande. Le récit de Fondre Desmarquez sur des images de notre correspondant, Gérard Ngué. Few months to the October 2025 presidential election, journalists are being armed with best practices for election reporting during a one-day gathering of media professionals in Bafoussam West region, organized by the Cameroon English Newspaper Publishers Association in collaboration with the National Communication Council. Journalists were drilled on the need to ensure accurate reporting. An embodiment of truth, impartiality, and fairness. And the press is supposed to exercise that role because they are the eyes, the ears, and they have a sense of judgment for the ordinary citizen. When they educate the public makes an informed choice when they are voting because they have been educated on what is happening in the country and who is proposing what to them. The president of the National Communication Council, Joseph Tchebonkin Kalabopsi, at the close of the training called on journalists to be tools of truth, not propaganda, and to avoid distortion. It has to do with English language publishers association and also community radio managers and journalists who work with community radio. So a gathering of that nature could not leave the Communication Council indifferent. At the close of the deliberations, participants adopted a Bafoussam Declaration on Responsible Journalism during the 2025 presidential and regional elections in Cameroon. Justement, à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain, 31 militants issus aussi bien du parti au pouvoir que de l'opposition ont officiellement rejoint les rangs du Social Democratic Front, SDF, dans la région de l'Ouest Cameroun, dans le cadre de sa stratégie de conquête de cette partie grassfield du pays. Le parti politique de Joshua aussi renforce sa présence sur le terrain avant la convocation du corps électoral. Cette opération, saluée par certains observateurs, s'est concrétisée lors d'une cérémonie d'accueil des nouveaux adhérents au cours de laquelle Louis-Marie Cagdeux, vice-président du Parti de la Balance, a profité pour édifier ses camarades sur les enjeux majeurs de l'année électorale 2025. Je vous propose de l'écouter au micro de Franck Duroc-Kassonka. Loyauté vis-à-vis des idéaux. Le SDF est un parti social-démocrate et le SDF entend apporter une alternative au Cameroun. Le SDF croit en la République et le SDF veut diriger ce pays dès novembre prochain dans la paix. L'héritage et la loyauté auxquels nous avons convié les nouveaux camarades, c'est de marcher sur le chemin de la liberté, mais aussi sur le chemin de la vie. Parce que Tchemani John Frundi nous a laissé comme héritage de ne pas entrer à étudier sous le sang. Lui-même serait entré à étudier s'il était une question de sang. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, des camarades ont accepté d'abandonner l'extrémisme pour entrer. Presidential Minute.
Dans les minutes présidentielles, la suite de notre série consacrée au contentieux électoral, et bien lors du contentieux électoral, justement, à défaut d'être déclaré irrecevable, les recours auprès du Conseil constitutionnel peuvent être examinés dans le fond. Il peut même arriver que les contestataires aient gain de cause, et si cela arrive, tous les efforts consentis jusque-là auraient été vains, parce qu'il faudra tout reprendre. C'est ce que nous dit Roland Tapi à la lumière du code électoral. Annulée. Cette sentence peut être rendue par le Conseil constitutionnel après débat au fond si l'instance accepte les preuves apportées au dossier par les contestataires. Du moins, cela est prévu, même si la probabilité est presque nulle au Cameroun au regard des partis en présence. Ici, en effet, comme indiqué précédemment, l'accusé se trouve toujours être le parti au pouvoir, soupçonné également d'être inféodé à Elecam et au Conseil constitutionnel, taxé de juges et partis en somme. C'est cette complicité supposée qui rend improbable l'annulation d'une élection présidentielle dans le contexte actuel par le Conseil constitutionnel en l'état. Mais si par extraordinaire cela arrivait, l'article 135 du Code électoral indique la conduite à tenir, alinéa 1. En cas d'annulation des opérations électorales, notification immédiate en est faite au ministre chargé de l'administration territoriale et à Elections Cameroun, alinéa 2. Nonobstant les dispositions de l'article 86 de la présente loi, une nouvelle élection est organisée dans un délai de 20 jours au moins et 40 jours au plus à compter de la date de l'annulation. Alinéa 3. Le président de la République sortant reste en fonction jusqu'à l'élection et à la prestation de serment du président nouvellement élu et convoque le corps électoral dans les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus. Le grand moment du contentieux électoral, ce sont les audiences. En 2018, par exemple, après le scrutin qui a eu lieu le 7 octobre, l'audience du contentieux a eu lieu le 18 octobre. Des recours avaient été déposés par plusieurs candidats auprès du Conseil constitutionnel. Les principaux recours, portés par Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi de Univers et Joshua Ossi du STF, remettaient en cause les résultats du scrutin, notamment en soulignant des irrégularités dans plusieurs régions. À l'audience, ces partis politiques étaient face à Elecam et le RDPC, accusés de coercion de fraude. Après les plaidoyers des différents avocats, le Conseil constitutionnel a simplement rejeté tous ces recours et proclamé les résultats tels que lui avait présenté Elecam. Et avec cela, le débat sur les élections était clos, car d'après l'article 136, je cite, « Les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux opérations électorales, aux résultats des élections et aux candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours. » Presidential Minute. Logiciel de comptabilité, le difficile apprentissage pour le Conseil régional du littoral. La comptabilité du Conseil peine à s'arrimer au nouveau logiciel d'une part et d'autre part à assurer une mutualisation de ses comptes. On l'a appris cette semaine au cours des travaux de la première session ordinaire du Conseil régional du littoral pour l'exercice 2025. Entre épreuves de décentralisation et nouveaux logiciels, Julien Natada revient sur ces travaux qui ont duré 3 jours. De 1 443 780 847 francs CFA. Cette session purement technique a été une sorte de bilan financier du Conseil régional pour les assises 2024, le tout premier sous l'ère de la décentralisation. En somme, un mandat d'apprentissage. Personne au Cameroun n'avait vécu la décentralisation avant. Nous sommes en train d'apprendre. Et dans cet apprentissage, on avance, on recule, on recentre, on réorganise. C'est ainsi que l'année 2024 a connu une perturbation particulière. Les difficultés ayant émaillé la gestion des comptes reposent sur sa mutualisation, car ceux-ci étaient gérés par 2 logiciels comptables distincts. Simba, le logiciel de la comptabilité des collectivités territoriales décentralisées CTD, gérait le fonctionnement, alors que Promise, qui assure la comptabilité de l'État, gérait les investissements. Mettre ensemble ces comptes pour le tout jeune conseil régional sous l'ère décentralisation s'est avéré complexe. Au niveau des comptes, du fonctionnement géré dans Simba, nous n'avons pas de soucis. Disons que nous tournons autour de plus de 90%. Mais par contre, sur la partie des investissements, nous avons beaucoup de soucis que nous ne maîtrisons même pas nous-mêmes. Notre responsabilité, c'est limitée à la contractualisation. Et le reste des suivis, il a fallu beaucoup d'interventions, même du représentant de l'État,
pour que nous soyons parfaitement au courant de ce qui s'est passé. Sur le plan de la performance annuelle, le taux global de l'exécution du budget du Conseil au titre de l'année 2024 a été de 74,87%, soit 60,39% en investissement et 94,80% en fonctionnement. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Immigration au Canada, le Cameroun désormais en tête des 10 pays avec le plus grand nombre de ressortissants installés au Canada. Pour la seule année 2024, 9127 Camerounais ont obtenu la résidence permanente avec un écart de 4497 personnes au-dessus du pays le plus peuplé de la planète, à savoir la Chine. Ces départs massifs ne semblent plus inquiéter le gouvernement qui laisse partir ces milliers de compétences, classant le Cameroun deuxième pays pourvoyeur de main-d'œuvre au Canada. Cette situation avait pourtant indigné le patronat camerounais pour avoir recensé 6000 départs au Canada aux 4 premiers mois de l'année 2024. Question, pourquoi le gouvernement reste-t-il indifférent à cette fuite massive des cerveaux, principaux moteurs de développement des pays industrialisés? Quelles mesures pour atténuer la saignée? La lecture de Jean-Paul Chunette. Sur le départ massif des Camerounais vers le Canada, les statistiques en début 2024 annonçaient déjà les couleurs. De janvier à avril, un record de 6000 compatriotes partis en 4 mois s'établir au pays de la feuille d'érable. Et pour les 8 autres mois, 3127 candidats à l'immigration ont rejoint le Canada, portant à 9127 le nombre de Camerounais en résidence permanente dans ce pays de l'Amérique du Nord. Pour la seule année 2024, le Cameroun a même réussi l'exploit de se hisser à la première marche du podium avec 4497 citoyens de plus que le pays le plus peuplé du monde, la Chine. Sur cet intensif flux migratoire existant depuis les années, avec surtout le départ massif des milliers d'enseignants, personnels médico-sanitaires, ingénieurs et bien d'autres corps de métier, cette fuite de cerveau a toujours été décriée. Le gouvernement en premier a s'indigné face à un phénomène qui vide le pays de ses ressources humaines de qualité. Le Cameroun devenant ainsi le deuxième pays pourvoyeur de main-d'œuvre au Canada. Et justement à propos, le groupement des entreprises du Cameroun, par la voix de son président Célestin Tawamba, avait tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques de ce départ des professionnels sur la compétitivité des entreprises locales. Dans ses discours de la fête de la jeunesse et de fin d'année, le chef de l'État Paul Biya ne cesse de demander à ses compatriotes de rester construire leur pays. Seulement, les mesures adéquates sont-elles prises pour résorber la situation? La conjoncture devenant de plus en plus difficile, avec des salaires de misère, les fonctionnaires vont chercher fortune ailleurs. Et quoi de mieux que le Canada, sans compter les États-Unis, l'Europe et l'Asie? Et dans ses projections, le gouvernement canadien planifie l'octroi d'1 million de visas d'entrée aux étrangers. Les citoyens du pays des rois de la forêt devant certainement se tailler la part du lion dans la répartition finale. Face à cette déferlante de départ, quelle politique publique le gouvernement doit-il mettre en place pour stopper la saignée, au risque de voir le Cameroun se vider de toutes ces substances grises? Et on en parle justement avec nos invités. Jean-Patrick Ketcha est entrepreneur, promoteur de la structure Bukaru, oui. C'est ça. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous en plateau, le docteur Marc Ombe-Onana, économiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Claude. Bonsoir également à Benjamin Gangan, en politique, membre du secrétariat exécutif du MP3, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Bonsoir. Bonsoir, Madame Maya. Alors, on parle ce soir de ces départs de Camerounais. Je vais commencer par vous, Jean-Patrick, puisque en tant qu'entrepreneur, vous travaillez avec des jeunes, vous maîtrisez certainement certaines de leurs réalités. Jean-Paul Chunette le disait tout à l'heure dans son analyse, le gouvernement sensibilise depuis des années, mais les jeunes ne font que partir. Quelles sont les véritables raisons de leur départ finalement, si jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à les faire rester, ou bien à les convaincre de rester? Alors, vous avez plusieurs types d'immigration. Il y a des travailleurs qui ont des postes et dans des banques, etc., qui migrent, alors qu'ils ont une situation financière au Cameroun qui est plutôt plaisante. Ceux avec lesquels je travaille, majoritairement, qui sont des jeunes étudiants ou bien des jeunes actifs, sont souvent à la recherche de leur premier emploi ou d'une première situation leur permettant de vivre avec dignité. Donc en réalité, les discours gouvernementaux ou d'autres organisations qui visent à dire aux jeunes de rester, les inciter à rester et pas à partir,
sont suivis de peu d'effets parce qu'en réalité, ces jeunes-là vont chercher un mieux-être. Ils vont chercher un peu de bonheur, ils vont chercher à avoir une situation où, même s'ils ont un salaire ou un travail qui est peu valorisant, parce que souvent ils arrivent, ils ont une bonne situation ici, ils arrivent là-bas, ils sont infirmiers, ou ils font de la plonge, vigiles, etc. Mais sauf que le jour où leur enfant tombe malade, leur enfant, on peut l'amener le soigner, ou on peut l'envoyer à l'école de manière constante, ou on peut, etc. Donc très souvent, il s'agit, pour ceux qui sont dans le cadre d'une famille, d'avoir une sécurité plus grande pour leur famille, ou quand ils sont jeunes, de se lancer dans la vie et de se dire je vais pouvoir gagner honnêtement mes moyens de vivre à la hauteur de l'engagement que j'ai eu dans mes études, etc. En fait, ils cherchent à se battre, à mieux vivre. Mais justement, je voudrais qu'on s'arrête sur une expression que vous avez utilisée. Ils veulent vivre avec dignité. C'est quoi? C'est qu'au Cameroun, on ne vit pas avec dignité? Alors, vous savez, nous par exemple, qui sommes, moi j'ai entre autres un incubateur et j'accompagne souvent des organisations sur des concours de start-up, des choses comme ça. Donc je prends un cas spécifique de ces jeunes-là. Ils disent que de toute façon, c'est que les concours sont lancés, on ne sait jamais si quand ça gagne honnêtement. De toute façon, on sait que c'est pour les uns, pas pour les autres. La dignité, c'est de dire que je bosse. Et à la fin, même si c'est dur, je peux jouir du résultat de mon effort constant. Parce que vivre au Cameroun, c'est difficile pour nous tous, nous tous qui sommes autour de la table, mais pour un jeune étudiant qui sort où on dit qu'il n'y a pas d'emploi, etc., c'est encore plus dur. C'est vraiment incroyablement difficile. Et ils se disent que même dans ça, on peut bosser à fond, mais sauf qu'à la fin, quand on veut jouir de ce pourquoi on a travaillé, on s'est engagé, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. On a bossé toute sa vie, on n'est pas sorti comme ses potes, aller boire des bières Ange Raphaël. À une époque, il y avait 850 bars autour de Ange Raphaël, mais il y en a certains qui restaient à la maison pour travailler. Mais ceux-là, est-ce qu'ils ont plus d'opportunités de pouvoir bénéficier de leur engagement dans leurs études que ceux qui allaient dans les 850 points de vente d'alcool autour de l'université de Douala? Pas forcément. Ça, c'est le point de vue de ces jeunes, étudiants et autres, qui décident de partir. Mais Benjamin, sur la liste, il y a des professionnels qui, la plupart du temps, ont quand même des postes de responsabilité, des salaires plus ou moins convenables, mais qui décident de tout abandonner et de partir au Canada. Est-ce que les raisons sont forcément les mêmes? C'est qu'on n'arrive pas à vivre de cet argent, de ce salaire que certains n'arrivent même pas à avoir? Oui, et c'est ce qui est peut-être même encore le plus inquiétant ici, parce que contrairement à l'immigration qu'on appelle des beaux ailleurs, ceux qui partent à l'aventure, on parle ici de personnes qui partent généralement avec des très grandes qualifications. 9100 Camerounais, 9127 en suivant le reportage que vous avez fait avant, c'est comme si vous aviez déplacé en un an la population du village de Vormeka, 4000 habitants, et la population d'une petite commune comme Ngambé, au Sanaga-Maritime. Donc imaginez que les populations de ces deux communes, collectivités au Cameroun disparaissent en un an, subitement au Cameroun. Et ce n'est pas des gens qui sont simplement là, qui traînent, qui ne savent pas quoi faire, c'est des gens qui sont enseignants, c'est des personnes qui sont médecins parfois, des fonctionnaires de l'État, et qui décident de partir du Cameroun, pour aller au Canada, s'installer on parle que de la province du Québec, donc peut-être si on extrapole à tout le Canada en incluant Montréal, enfin d'autres, Toronto, ça peut être un peu plus. Et c'est grave. Donc ils partent pourquoi? Parce que malgré ce que décrivait M. Kechat tout à l'heure, il y a des raisons encore plus profondes de mal-être. De mal-être parce qu'on a beau avoir investi dans une formation, on a beau avoir eu la chance, l'opportunité d'avoir un premier emploi, voire quelques années déjà d'exercice dans un métier ici, on ne se sent pas serein. On ne peut pas se projeter. On n'a pas un avenir clair pour soi ou pour sa famille, pour ses enfants. Et donc on dit, si j'ai la moindre fenêtre de tir, je vais aller au Canada. Et le fait que d'autres États qui sont beaucoup plus avancés technologiquement ou sur certains points de la société que nous, acceptent ces compétences-là ou viennent même les chercher parce que le Canada, lui, met en place des programmes. En venant ici chez vous, j'ai entendu dans la voiture, sur Balafon, la version radio, une publicité d'une agence qui invite les gens à venir se renseigner pour les conditions. Ça veut dire que le Canada investit dans le marketing, la communication pour attirer ces profils-là. Donc, c'est véritablement un aveu d'échec de 43 ans du renouveau du gouvernement qui ne s'est vraiment pas intéressé à ça, qui n'a pas considéré que c'était une problématique. Donc, il y a là, pour le coup, une immigration de compétences, c'est ce qu'on appelle la fuite de cerveau.
les beaux ailleurs, on aurait pu dire oui, bon, dans tous les pays, il y a des gens qui n'ont pas réussi à s'insérer, qui n'ont pas de travail, il y a toujours un niveau de chômage dans les pays, et donc ces gens-là peuvent décider de partir à un moment donné. Mais ici, des gens qui avaient un travail, quelqu'un qui travaille à Eneo, quelqu'un qui travaille à une banque, n'importe quelle banque de la place, et qui décide de quitter ça, parfois sans prévenir, parce que ça, c'est pas moi qui dis, hein, c'est le président du GECAM, M. Thabo Mbeki, qui disait ça l'année dernière, en annonçant, c'était en septembre, il annonçait qu'il y avait déjà 6 000 qui étaient partis sur les 4 premiers mois de l'année, et il annonçait que parfois ces travailleurs, ces collaborateurs partent sans prévenir leur entrepreneur. Justement. Imaginez l'organisation qui est perturbée dans les entreprises, et donc les effets sur les crédits qui ont été faits, sur les engagements qui ont été pris par-ci, par-là. Donc voilà, non, on doit reconnaître que c'est un aveu d'échec pour le régime en place, pour le gouvernement de M. Paul Biya. Et il faut simplement se dire que non, nous avons un vrai problème qu'il faut attaquer là. Docteur Ombé, on sait, Benjamin évoquait tout à l'heure ces publicités autour de l'immigration canadienne. Est-ce que le problème ne serait pas aussi cette économie qu'on a montée autour de l'immigration Canada? Parce que de plus en plus, vous voyez dans les villes des structures qui se créent à chaque fois pour encourager les Camerounais à partir. Est-ce que ce n'est pas plutôt sur ces structures-là qu'on devrait se pencher, sur l'organisation de ces structures, plutôt que sur les jeunes qui rêvent, comme M. Ketcha le disait tout à l'heure, de mieux être? Ok, merci Claude. Il faut qu'on comprenne que le problème d'immigration est un problème général à tous les pays. Les statistiques du Fonds monétaire international disent qu'il y a plus de 270 millions d'immigrants dans le monde. Et depuis 60 ans, cette proportion a doublé. Donc nous sommes passés de 120 à 270 millions d'immigrants dans le monde. Cela voudrait dire que dans les relations internationales, dans le commerce international, il y a ce qu'on appelle la mobilité des facteurs sur le plan économique. La mobilité des facteurs, c'est la mobilité des biens et des personnes. Ce qui concerne la mobilité des personnes, c'est ce qu'on appelle immigration. Le système international, il y a des questions d'équilibre international où les pays émergents qui sont en déficit de la main-d'œuvre vont vers des pays non émergents pour capter la main-d'œuvre pour pouvoir satisfaire leur équilibre. Ce que le Canada a fait. Ce que le Canada a fait. C'est une politique. Et lorsque vous regardez les statistiques au Canada, on vous dit 60% des immigrants se concentrent dans la ville d'Ontario. Ontario, qui est cette ville qui est non seulement un atout fortement bilingue. Ça veut dire que l'anglais. Et lorsqu'on regarde la structure, cette mobilité, lorsqu'on quitte donc les principes du commerce international, ou bien des relations, de l'internationalisation des échanges, on rentre donc dans les réalités. En fait, ce qui se passe, c'est que les pays émergents qui ont un niveau de revenus élevé vont vers les pays qui ont des niveaux de revenus faibles et captent ces populations, en fait ces personnes, ces jeunes, parce que la main-d'œuvre la plus sollicitée, c'est moins jeunes pour pouvoir augmenter la production. Il y a même des statistiques qui disent que l'augmentation d'un point, qui sont données par le FMI, l'augmentation d'un point des migrants dans un pays émergent produit au bout de 5 ans 1% des PIB. Donc vous voyez que là, il s'agit de l'économie du capital humain. Ce qu'on appelle le capital humain. Donc, on capte le capital humain vers des pays à faible revenu pour pouvoir combler et renforcer l'unité de production, renforcer la productivité d'une économie. Et ça relève donc de la politique, de la dynamique économique que chaque pays, le pays qui capte le plus d'immigrants, souhaite implémenter. Et cette politique d'immigration, parce que lorsque vous regardez la structure de la politique de développement canadienne, elle a besoin des pays qui ont des hommes qui ont un certain niveau de compétence. Et non seulement des hommes qui ont un niveau de compétence, mais les hommes qui sont capables de pérenniser la compétence. Ça veut dire que voilà pourquoi dans l'immigration choisie, celui qui a les enfants a plus de chances d'être tiré dans le pipe pour pouvoir
émigrer. En fait, ça veut dire que vous allez travailler pour dynamiser la production de cette économie, vos enfants vont travailler pour dynamiser la production de cette économie et vos enfants vont procréer pour pérenniser le système. Donc, c'est une dynamique économique qui est impulsée par le pays qui choisit d'ouvrir ses frontières pour compenser le déficit de main-d'œuvre et gérer ce problème d'équilibre international en termes de mobilité des facteurs. Maintenant, quand on parle d'écarts de revenus, il y a également ce qu'on appelle les écarts de salaire. Les écarts de salaire expliquent également la forte mouvance d'immigration. Claude, au Cameroun, les secrétaires ont à peu près 60 000 francs par mois. Vous savez en Suisse combien de secrétaires a? C'est 5 millions. Donc, il y a cet écart de salaire qui incite, qui est un facteur d'impulsion de la dynamique de l'immigration qui s'est développée de plus en plus. Et ce qui pousse donc cela, ce qui explique qu'on a donc des Camerounais qui travaillent, qui ont des salaires qu'on estime intéressants, mais qui démissionnent pour aller au Canada pour pouvoir aller capter ce supplément. Parce qu'en fait, lorsqu'ils vont, ils vont dans la dynamique où ils iront occuper le même poste, en fait, la même fonction, en fait, même si ce n'est pas le même poste. Exercer la même profession, plus ou moins, ou bien dans le même domaine. Dans le même domaine, mais que le salaire, le niveau de salaire sera plus élevé parce que leur niveau de vie est plus élevé. Il y a également un nouveau facteur, c'est la recherche de la sécurité sociale. Ça veut dire que la plupart des migrants, ils vont parce qu'ils savent qu'ils ont un niveau de sécurité sociale minimal et que leurs enfants qui vont avec eux auront un niveau de sécurité sociale minimal. Et ce sont ces facteurs-là qui sont mis en avant dans le marketing de la promotion de l'immigration pour capter les immigrés. Et ce qu'on ne fait pas en inverse, c'est se dire également aux immigrés que le niveau de vie est très élevé. Ce qui veut dire que vous avez un niveau de salaire élevé, mais qui est totalement capté par l'économie parce que la dynamique économique dans ces pays est différente de notre dynamique économique. Il y a donc ce que nous, les économistes, nous appelons l'illusion monétaire. Donc, on donne de l'illusion monétaire à cela. Si ce Canada était plus dynamique, était plus riche, c'est que chaque année, au bout d'un an, ceux qui vont reviennent pour venir. Mais vous voyez, ils font 5 ans, 10 ans, le temps de faire des petits épargnes, et puis revenir et ne disent pas totalement les vérités. Mais lorsque vous discutez avec vos amis qui sont partis, ils ont des regrets, mais comme c'est le capital familial, parce que l'émigré africain qui va vers le pays d'accueil, il constitue ce qu'on appelle le capital familial. Ça veut dire que la famille cotise, investit pour envoyer l'émigré pour aller chercher, capter les revenus et renvoyer vers le pays d'origine. Donc, ce qui fait que, arrivé sur le terrain, il ne peut plus rentrer parce que il est l'espoir de toute une famille. Et par conséquent, il est obligé de donner l'ange, le visage angélique du pays d'accueil et dénigrer le pays d'origine pour pouvoir pérenniser la dynamique d'immigration. Donc, il y a ce problème-là qui se pose et lorsqu'on regarde sur le plan, ce volume d'investissement qui est fait pour aller au Canada, je vois à peu près 4-5 millions. Mais est-ce que vous savez qu'avec 4-5 millions, vous lancez 50 hectares de cacao? Évidemment. Mais comment vous expliquez ça? Mais comment vous expliquez que vous avez fait de l'investissement pour aller être vigile dans un pays et puis dire que, parce que ça va au-delà des aspects économiques. Il y a un problème, il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs, parce qu'en fait, en Afrique, on a eu l'impression que la sanction sociale va du fait qu'on est sorti du pays, de notre pays d'origine pour aller vers un pays d'accueil et par conséquent, lorsqu'on revient, on fait rêver ceux qui sont dans le pays d'origine et on est considéré plus socialement que ceux qui sont
rester sur le terrain. C'est ce que j'allais demander à Jean-Patrick. Hein. Il y a quand même ces réalités que ceux qui sont allés au Canada décrivent. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Donc, en entendant un frère de l'autre côté, à travers le téléphone, les réseaux sociaux et tout le reste, il nous raconte, il partage avec nous ses mésaventures ou bien son aventure là-bas. Et dans les récits de ceux qui sont allés au Canada, on dit toujours que la vie est extrêmement chère, la réalité est différente de celle qui est présentée ici. Mais à chaque fois que ces récits-là sont partagés, il y a de nouvelles personnes qui ont tout de même envie de partir. Le docteur Ombé parlait tout à l'heure de dynamique économique qui est assez différente parce que l'écart est considérable. Mais pourquoi? Comment comprendre que malgré cet écart-là, on ait toujours envie de partir? C'est ce que je disais tout à l'heure, la raison est simple. Quand vous êtes quelque part où vous ne vous sentez pas bien, quoi qu'il en coûte, vous voulez seulement partir de cet endroit où vous ne vous sentez pas bien. Mais arriver ailleurs, on ne se sent pas aussi bien. Non, mais en réalité, c'est pour ça que je vous parlais d'espérance et de réalité. C'est-à-dire qu'on sait tous que ce soit le Cameroun, ou que ce soit le Canada, ou que ce soit la France, vivre aujourd'hui dans un monde où l'économie est de manière globale en chute est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire que les jeunes au Cameroun se plaignent, mais les jeunes en France se plaignent, les jeunes au Canada, aux États-Unis, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'espoir pour la jeunesse en général dans le monde entier. Mais quand vous êtes dans une situation où vous pouvez, vous savez que bon, ça va être difficile, mais en se battant, même si ça met 10 ans, je vais y arriver, vous y allez quand même. Le problème au Cameroun aujourd'hui, moi, quand vous parlez avec tous les jeunes, que ce soit les jeunes actifs, les jeunes étudiants, c'est un manque de croyance ou d'espoir que les choses peuvent être différentes. Donc en réalité, quand vous voyez que vous allez pouvoir accoucher de triplé et que vos enfants meurent dans un carton, parce qu'il n'y a pas de couveuse, vous dites que même si je suis pousseur ou serveur ou vigile au Canada, si ma femme accouche des triplés, on va les mettre dans la couveuse. Vous comprenez ce que je vais vous parler? Donc c'est pour ça que je vous parlais de dignité, parce que c'est vrai que mon co-panéliste parlait de raisons économiques, mais en réalité, je pense que c'est avant tout un facteur humain. En réalité, c'est un facteur humain. Monsieur Gongan parlait de raisons d'abandon politique, etc. Bon, peut-être une analyse en tant que politicien qu'il est, mais moi je dis encore une fois, on a envie tous, quand on est une famille, qu'elle soit sa propre famille cellulaire ou ses neveux, etc., de pouvoir que chacun puisse vivre dignement, se soigner, aller à l'école, etc. À partir du moment où dans l'environnement dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas vivre avec dignité, c'est compliqué. Quand vous voyez aujourd'hui toutes les jeunes filles et voir les jeunes garçons qui ont recours à la prostitution. Pourquoi? Parce qu'ils disent que pour pouvoir accéder à un job, à une situation, il faut entrer dans des sectes, il faut se prostituer, il faut X, Y, Z, parce que de toute façon, au Cameroun, si tu n'as pas un parrain, toute ta vie ne peut pas donner. En fait, ils vont quelque part où ils n'ont pas besoin de parrain pour que leur vie donne, il faut qu'ils bossent. Et s'ils bossent, peut-être que ça va rater, mais au moins, si ça marche, s'ils y arrivent, ils pourront jouir du bénéfice de leur engagement. Aujourd'hui, ce n'est pas clair au Cameroun. Est-ce qu'on peut jouir du bénéfice de l'engagement, que ce soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs? Dans les grandes entreprises, il y a pléthore d'histoires où le patron dit si tu veux être secrétaire à 60 000, même secrétaire à 60 000, tu passes là. Si tu veux, c'est comme ça en fait. On a une jeunesse aujourd'hui qui pense que le Cameroun ne la protège plus. C'est ça le constat. On a une jeunesse aujourd'hui, et plus que la jeunesse en fait, on a une population qui se dit que le Cameroun ne protège plus, que l'État protecteur ne joue plus son rôle. Alors, est-ce que c'est une raison politique? Est-ce que c'est une raison sociale et économique? Monsieur Taromba s'est plaint, etc. Mais quand il y a eu les problèmes du Covid, les entreprises du GCAM n'ont pas augmenté les salaires, ils ont fermé les chaînes de production, licencié, ont tordu les salaires et ils payent les entreprises. C'est TPE qui emploie les petits Camerounais gagnent le petit salaire à 90 jours, 120 jours. Moi-même, j'ai une grande entreprise de la place qui, normalement, paye en 2 semaines, mais m'a payé en 60 jours. Et donc, moi, j'ai un retard de salaire pour mes employés en 2 mois. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est toute l'économie, c'est toute la société camerounaise qui doit se remettre en question. C'est pas seulement une histoire politique, c'est une histoire de société. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Est-ce que quand vous êtes patron, vous devez torturer les gens pour donner un salaire mérité alors que la personne a travaillé? C'est aussi ça. Est-ce que quand vous êtes comptable et que vous devez payer le comptable d'une grande surface, vous devez payer une TPE qui est venue livrer ses 3 cartons, donc vous les payez pour produire les 6 cartons de l'autre entreprise qui a fait la commande, vous devez torturer, etc. C'est ça le problème. Et c'est tous ces facteurs-là qui font que
vraiment dans un avenir, dans un environnement flou, difficile, où en fait on ne peut pas se concentrer sur vivre simplement, vivre dignement, mais on part pour aller se battre ailleurs, même si c'est difficile, au moins on a de la dignité dans la manière de vivre. Mais c'est notre pays, le Cameroun. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que tout n'est pas clair, on est né dans ça. Pourquoi ne pas résister? Est-ce que tout est clair au Canada comme on veut nous le faire? Non, en fait, hein, je vais vous dire une chose. Moi, je fais 15 ans à l'étranger, j'étais en France. Et je peux vous dire que même étant en France, dans une situation extrêmement privilégiée, c'est-à-dire plus que des Français même eux-mêmes, ce n'est pas facile. Quand vous êtes en plein hiver, en tout cas au Canada, moi, je n'ai pas fait le Canada, mais quand vous êtes en plein hiver Canada, moins 30 degrés... c'est pas facile pour avoir tout l'argent du monde, vous êtes seul, c'est pas facile. L'Europe, quand vous n'êtes pas en tout cas l'étranger, quand vous n'êtes pas dans les conditions où vous pouvez justement encore vous battre, parce que quand vous parlez de vigile, c'est parce qu'il n'a pas les papiers pour faire plus que vigile souvent. En tout cas en France, les gars qui arrivent qui sont vigiles, parce qu'on emploie beaucoup dans le secteur des BTP, des gens qui n'ont pas les papiers, etc. Il y a même des fois, vous arrivez, vous travaillez avec les papiers de quelqu'un, et donc c'est lui qui touche votre salaire, il prend la moitié de votre salaire que c'est vous qui avez travaillé. Donc aller dans des conditions difficiles, immigrer dans des conditions difficiles n'est pas facile. Ce que le Canada a fait, c'est de créer des conditions, même si le job est difficile, des conditions légales pour aller se battre. C'est-à-dire que vous avez les papiers, vous n'avez pas besoin de jongler. Et contrairement en fait à ce que mon confrère disait, c'est que c'est pas que de l'immigration de haute qualité. C'est vrai que Benjamin disait ça tout à l'heure, M. Gondon disait tout à l'heure. C'est aussi, ils ont besoin de repeupler leur pays. Le Canada est vide. Le Canada est vide. Ils ont besoin de repeupler leur pays. Donc c'est pour ça que, contrairement à ce que l'immigration, en réalité, c'est toujours la France qui est en top. Hein. C'est toujours la France, c'est toujours l'Europe qui est en tête des endroits où on émigre. Mais en réalité, la différence, c'est qu'il y avait une immigration qui était dite choisie et tout avant, où il y avait donc ce côté intellectuel, il fallait et tout. Aujourd'hui, le Canada a créé des conditions pour dire que même si on a besoin de services, on a besoin de travailleurs dans les champs, on a besoin de main-d'œuvre dans les élevages de porcs. Parce que le Canada, c'est le deuxième pays d'élevage de porcs au monde. Mais il n'y a pas de travailleurs. Donc il y a plein de porcheries qui ont fermé parce qu'il n'y a pas de travailleurs, avec le Covid, etc. Ça veut dire qu'on a un niveau d'immigration aujourd'hui qui est tout azimut, il y a toujours l'immigration choisie de haute qualité, mais aussi la main-d'œuvre de base qui va aller, et aussi ce que monsieur disait tout à l'heure, il faut que les gens fassent des enfants. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas une population qui se maintient, le PIB va chuter. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va vous faire un programme brandé. Oui, on veut l'immigration choisie, mais en réalité, hein, ils veulent les fameux Africains qui vont venir se multiplier plein chez eux et créer des Canadiens de seconde génération. Parce qu'ils voient de la main-d'œuvre, pas des enfants. Ils voient la main-d'œuvre. Et la population qui est en train de vieillir. Les populations occidentales vieillissent. Il faut les repeupler. Donc quand vous prenez tous ensemble, et dernièrement je discutais avec l'ambassadeur de l'Union européenne lors d'une conférence qu'on a faite il y a 2 semaines avec toute la Team Europe, et il dit effectivement, il faut en fait avoir un discours franc, un discours clair. Si vous venez prendre la main-d'œuvre qui est censée pouvoir développer, parce que celle qui vient de prendre est censée pouvoir développer c'est la compétence, il faut une espèce de compensation. Mais sauf que ces gens-là vont vous répondre que, bon, c'est pas nous qui la prenons, nous on a dit, nous on est ouverts, si vous voulez venir, vous venez. Mais sauf que, comment est-ce qu'au Cameroun, la main-d'œuvre qui est capable de faire de belles choses va rester si, quand on annonce un pont ou une route et qu'on va donner à l'entreprise étrangère qui va ramener ses expats, ou si, quand on met, à chaque fois qu'il y a un plan d'investissement, par exemple dans l'extrême nord, où on a lancé récemment 89 milliards de la BAD pour l'extrême nord, vous allez voir qu'il y aura un afflux d'entreprises étrangères qui vont aller être préférées aux forces de la nation, aux fers de la nation, alors qu'on pourrait leur donner de l'espoir. Donc, tant que vous ne donnez pas d'espoir, vous n'incitez pas les gens à dire qu'en bossant, vous allez avoir quelque chose et sans avoir besoin d'entrer quelque part, dans un couloir d'avoir un parrain, les gens vont partir. Ça rejoint ce que Benjamin Ngonga disait tout à l'heure, un problème de politique publique. Qui ne sont pas favorables vraiment à l'épanouissement des jeunes au Cameroun. Il y a quand même tout de même la position du Cameroun qui intrigue plus ou moins ou bien qui inquiète. Dans le classement des 10 pays qui envoient le plus d'immigrants permanents au Québec, le Cameroun est premier, suivi de la France, de la Chine, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, d'Haïti, de la Côte d'Ivoire, de la Colombie et du Liban. Le fait que le Cameroun soit premier devant la France, devant la Chine, est-ce que ça devrait vraiment, véritablement nous inquiéter, Benjamin?
Alors, il faut toujours garder toute proportion. Hein. Ce sont des chiffres qui peuvent être analysés de deux façons. Quand on voit effectivement le Cameroun qui arrive devant la Chine pour une fois, et malheureusement pas pour des bonnes raisons, on peut se dire, ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on parle de quelque chose sur une période qu'il faut définir. Il y a peut-être 5 ans, ce n'étaient pas les Camerounais qui étaient les premiers immigrants au Québec, mais il se trouve qu'il y a une progression. Je crois que le taux de croissance que cet institut statistique de Québec donne, c'est 3000 Camerounais de plus sur le stock qui arrive chaque année. Donc, parce qu'il y a 3 ans, on était 15e, il y a 2 ans, on était 7e, 2e par là. Tout à fait. L'année en 2023, on était 2e derrière la France, et là, on est passé effectivement premier devant la France, la Chine et les pays, comme vous avez dit, qui, eux, ont commencé peut-être plus tôt à se déplacer au Canada. Donc, leur population qui sait quelque part aujourd'hui soit un peu moins intéressée à cette destination-là, va continuer d'arriver, mais peut-être un peu moins vite que les Camerounais. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est la croissance surtout. Ça veut dire qu'une fois de plus, on se dit, bon, 9000 Camerounais qui sont partis, qu'est-ce que ça représente sur les 30 millions que nous sommes aujourd'hui? Non, il faut regarder la dynamique. Ça veut dire que depuis 2018, il se passe quelque chose où des gens, et on a dit, ce n'est pas les beaux ailleurs hein, pour la majorité, c'est d'abord et surtout des personnes qualifiées qui vont partir et qui vont aller constituer progressivement. C'était 3 000 au début, puis 6 000, puis 9 000 aujourd'hui. Peut-être si on regarde cette croissance-là, ça veut dire que l'année prochaine, ce sera 12 000 personnes qui vont partir, et l'année d'après, 15 000 personnes. Et dans 5 ans, on n'aura plus une taille de 9 000, mais c'est par stock de 30 000 qui vont partir, et on n'est plus sur les populations de Vombeca, comme je disais tout à l'heure, ou de Ngambé, mais plutôt les tailles de villes comme Monatele, Ntonga, etc., etc. Et c'est problématique. C'est problématique, et ce que mes deux compagnons disaient est vrai. Et il faut donc remarquer que ce soit le Canada, la France, qui sont les destinations auxquelles on pense souvent, elles ont une stratégie, ou l'Union européenne même, comme disait M. Ketia, elles ont une stratégie. Elles constatent que leur population est en train de décroître et elles font des plans à 5, 10, 50 ans même peut-être pour se dire comment on inverse cette tendance. Et le Cameroun est le seul qui n'a pas de stratégie dans cette histoire. Depuis que le gouvernement a constaté ça, on parle de 9 000 là sur le Canada, mais dans si on prenait à une échelle un peu plus large, ils sont à peu près 125 000 personnes qui sont parties sur la même période, sur 5 ans, de 2018 à 2023, sur 125 000 personnes qui sont parties en France, du Cameroun. Donc, vous voyez qu'on est déjà sur des proportions un peu plus grandes. Si on met peut-être les 5 premiers pays de destination des immigrants camerounais, on va peut-être avoir un contingent de 150 000 personnes qui sont parties. Chaque année, 150 000 personnes qui sortent, qui se disent que en fait, ils réfléchissent à choisir entre rester dans leur pays, comme vous dites, quand même notre pays, on est né ici et on est attaché, mais quand même, on décide de partir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le docteur Ambé disait tout à l'heure, oui, il faut réfléchir parfois, si j'ai 2 millions ici, au lieu d'aller gagner 2 millions là-bas, je pense au cacao que j'aurais pu lancer ici. Sauf que pour lancer votre cacao au Cameroun, là, vous avez besoin d'acquérir la terre. Quand vous allez aller acquérir votre titre foncier à Londres, puisque c'est une destination qui est favorable à la production du cacao, vous avez acquis votre titre foncier. Un an après, le ministre du cadastre et des domaines vient vous dire que ce n'était pas votre titre foncier. Il y a un problème. Comme on en voit de temps en temps dans vos journaux, pour nous expliquer qu'on a retiré des titres fonciers à des gens qui étaient là depuis 20 ans. Ouais. On a annulé un titre foncier. Le même arrêté signé en 2023 vient encore être annulé par la même personne qui assiste à rester 2 ans après. Ça montre à quel point vous pouvez avoir même 2 millions de salaires ici au Cameroun, mais vous n'êtes pas à l'abri de l'injustice, de la corruption qui va impacter votre vie et de toute l'insécurité qui va impacter votre vie. Je pense que c'est ça qui fait en sorte, plus que même la projection sur l'accroissement de la richesse, parce que comme je dis, ce sont des gens qui ont un travail. C'est d'abord et surtout comment je me projette dans le Cameroun de demain. Malgré 43 ans de gouvernance, le gouvernement n'a pas réussi à donner envie aux Camerounais de se projeter dans un Cameroun du futur. Et ces Camerounais-là préfèrent aller projeter leur futur pour eux, pour leur famille, ailleurs. Et on n'est même plus seulement sur la question de mentir, sur le fait que c'est bien, la vie est difficile dans la diaspora. Il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'ils ont atteint l'objectif qui est de l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de la situation économique. Quand vous êtes parti d'un pays où le salaire moyen ou minimum est à 43 000 francs, 44 000 francs en 2024, qui est le plus bas, un des plus bas, peut-être pas le plus bas, mais un des plus bas, c'est en tout cas moins élevé que celui du Burkina Faso, un des plus bas d'Afrique. Vous vous dites, mais, bien sûr que si j'ai une proposition ailleurs qui soit un peu plus meilleure, je vais partir. Quand l'INS, l'Institut national de la statistique du Cameroun, nous dit qu'il y a 10 millions, près d'un tiers de la population de Camerounais qui vit avec moins de 1 000 francs par jour, moins de 25 000 francs par mois, c'est problématique. Et donc vous pensez sérieusement que vous allez poser la question à un jeune, tu choisis de rester dans ton pays qui t'a vu naître, qui a le Hemley qui te plaît là, ou aller au Canada, il va choisir quoi? Le Canada, bien évidemment.
Dans les cadres, je suis également comme M. Kecha, j'ai créé un incubateur avec d'autres. Je suis cofondateur d'un incubateur qui a accompagné une centaine d'entrepreneurs depuis 2018. J'en ai vu des jeunes avec qui on a travaillé, on a réussi à lever des fonds, mais qui ont quand même fait le choix de partir. C'est-à-dire, ils avaient effectivement la possibilité de bénéficier de 20 000 euros, 15 000 euros par-ci, mais malgré ça, ils se retrouvaient toujours dans une situation où la projection, là, ça ne donne pas. Et ça veut dire quoi? On parle de sécurité sociale. Quand votre enfant naît ici, vous commencez à penser comment je vais l'encadrer, où est-ce que je vais l'envoyer à l'école, et puis vous allumez la télé, vous entendez l'affaire de Matisse. Vous sortez pour l'amener à l'école, il y a les trous, il y a les flaques, même les lacs, on peut dire, qui vous empêchent d'arriver sur le point d'arriver. Donc, nous, et c'est peut-être ma posture de politique, mais c'est important d'être dans cette posture également parce qu'on ne fait rien sans la politique dans ce Cameroun. Et il faut le réexpliquer à toutes les populations, à tous les jeunes, qu'on ne fait rien sans la politique. Donc, je suis peut-être celui qui va prendre ce rôle-là, mais je dois le dire, si vous ne vous y intéressez pas, ça continuera d'avoir un impact et notre population continuera de sortir, de partir chercher ailleurs, alors qu'on devrait être capable. Cameroun, qui a vu produire des talents dans plein de domaines, on les cite souvent, qui sont à la Banque mondiale, qui sont au FMI, ou des artistes, des sportifs. Mais malgré ça, on ne fait rien. En tout cas, on a un gouvernement qui ne fait pas de stratégie, contrairement à ceux qui aspirent nos cerveaux, pour redonner envie aux Camerounais de rester ici. Nous, MP3, on a décidé de s'y attaquer. On a décidé d'avoir un programme en 12 clés qui est porté par notre candidat Samuel Ira-Miyodi, qui compte participer à la présidentielle de 2025 et qui a choisi dans les 12 clés il y en a au moins une qui concerne la sécurité sociale et qui veut que chaque Camerounais qui doit naître reçoive une allocation naissance qui sera versée sur un compte bloqué pour ses parents et qui permettra notamment de faire un investissement quand il va demain devenir entrepreneur, 25 ans après, ou de financer une formation spécifique qui lui permettra d'être un ingénieur dans la sécurité, dans le data system, un ingénieur dans les travaux publics, etc. Parce que vous pensez au MP3 que la solution, c'est de mieux encadrer ces jeunes pour qu'ils n'aient plus envie, en tout cas qu'ils ne nourrissent plus ce rêve canadien, américain ou... Bien sûr, il faut toujours agir. Et ça, c'est vrai pour le Cameroun comme pour une entreprise. Il faut agir à deux niveaux. Il faut que la vision soit claire, où est-ce qu'on va. Et que le plan d'action, les étapes, les jalons qu'ils ont posés, on voit des résultats. Si vous voyez que la vision est claire, ça vous parle, on vous fait rêver avec le Cameroun. Comme ça a pu faire rêver peut-être certains de nos parents, de nos grands-parents au sortir des indépendances et tout. Et que 1 an, 2 ans, 5 ans après, vous voyez des résultats, bon, vous dites, oui, non, ça vaut peut-être le coup de tenter ma chance ici. Là, j'aurais envie, quand je vais me poser la question, tu choisis Canada ou Cameroun, je me dis, même si la croissance ou l'amélioration de ma qualité de vie va être plus lente en restant au Cameroun, au moins j'ai la perspective qu'elle s'améliore et pas l'inverse. Donc, si je suis le jeune cadre de 30 ans qui travaille chez UBA à Douala, et que j'ai une vision posée par un nouveau président camerounais qui a un âge qui ressemble peut-être un peu plus au mien et qui me dit que mon gars, tu as 30 ans aujourd'hui, mais arrivé à tes 50 ans, tu auras eu la possibilité d'acheter ta maison sans compte au titre, ton titre foncier. Tu auras la possibilité de faire aller tes enfants dans une école qui va leur donner des compétences pour être compétitifs au plan international et pour créer les industries qui nous manquent au Cameroun ici. Parce que les gens partent au Canada pas pour faire des choses extraterrestres. Hein. Le Canada, vous savez, celui-là a monté leur drapeau tout à l'heure. L'insigne, c'est la fleur d'érable. Ce sont des agriculteurs ou des forestiers, si on peut dire. Ils sont devenus ce qu'ils sont à cause des forêts qu'ils ont. Donc, les gens vont aller couper les arbres là-bas alors qu'il y a les arbres ici, dans nos forêts au Cameroun. Donc, il ne faut pas couper. On peut les couper tant qu'on en replante d'autres. Mais il faut simplement, si c'est une richesse chez nous, au lieu de les couper comme on fait aujourd'hui pour les envoyer au port de Douala et au port de Kribi, pour les envoyer et les transformer ailleurs, nous, au MP3, on dit interdiction. Dès que notre président prend fonction, il interdit l'exportation des matières premières sans première transformation. Et il faut déjà que sa candidature soit validée parce Absolument. Que ça reste une annonce de candidature avant le dépôt, la sortie même, bien avant, avant la convocation du corps électoral. Toujours à la recherche des motifs, des raisons de ces départs, Dr Ombe. Est-ce qu'on pourrait mettre cela sur le dos de l'insécurité qu'il y a dans notre pays, avec ces multiples crises? On a le nord-ouest et le sud-ouest qui sont en proie à une crise sécuritaire depuis plus de 8 ans. On a l'extrême nord avec Boko Haram. On peut également mettre cela sur le dos de l'insécurité qui règne dans notre pays, même si dans le profil de ceux qui partent, il y a plus de professionnels. On ne saurait, Claude, on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'insécurité. Pourquoi? Parce que la France est en sécurité, mais ils sont deuxièmes. Ça veut dire qu'en fait, le problème des facteurs, il y a un facteur
que que beaucoup de psychologues et d'anthropologues évoquent généralement, il y a un problème de construction mentale. Ça veut dire que la construction, la mentalité des Camerounais est beaucoup plus orientée occidentale. Ça veut dire qu'il faut déconstruire d'abord ces conceptions occidentales qui veut que le rêve, parce que premièrement, il faut faire rêver, il faut que les jeunes rêvent, travailler dans leur pays, et il faut qu'on fasse cette promotion de ceux qui ont réussi. Est-ce que vous avez vu Kadi Fotio aller? Il a de l'argent, il avait de l'argent. Le Fokadji, pourquoi il n'est pas parti s'installer au Canada? Pourquoi Fotio n'est pas allé s'installer? En fait, est-ce que vous avez vu les milliardaires aller au Canada? Ça veut dire que si les milliardaires ne vont pas au Canada, la solution n'est pas au Canada. La solution est que les Camerounais, il y a une construction, il y a un marketing qui a été fait sur l'Europe et sur, en fait, l'Occident en général. Et cette construction voudrait que les Africains pensent qu'on a réussi sa vie quand on est allé en Occident. Bon, quand on a pris l'avion Lorsqu'on a pris l'avion. Donc, c'est une construction qu'il faut déconstruire. Et cela va de quoi? Cela va, il faut qu'on travaille au Cameroun, on doit travailler sur les Camerounais en élan patriotisme. Parce qu'en fait, tous les pays ont des problèmes. Des problèmes de chômage se posent dans tous les pays. Même la Chine a un problème de chômage. La France a un problème de chômage. La France, vous savez que le chômage en France est plus élevé dans tous les pays, est plus élevé en Europe que tous les autres pays de la zone Schengen. Donc, vous voyez que, mais il y a un problème de patriotisme, il y a un problème de vision. Il faut qu'on dise aux Africains que, attention, aux Camerounais, que, attention, on peut construire au Cameroun et réussir sa vie. Et le Cameroun, c'est deux choix. Ça veut dire que si vous avez choisi travailler pour le secteur public, alors contentez-vous de ce que vous avez choisi. Ne dites pas que les écarts de revenus, mais vous avez la possibilité de créer des revenus parallèles. C'est ça qui est bien au Cameroun, c'est qu'ils peuvent créer des revenus parallèles. Mais il faut des moyens pour ça. Mais ils prennent des crédits dans des banques qui ne remboursent pas pour fuir pour aller au Canada. Mais il faut dire la vérité. Ces crédits-là, ils peuvent lancer des affaires et créer des revenus permanents et créer des emplois permanents. Il faut quand même qu'on sache, on voit, on repense. On ne peut pas empêcher aux pays qui ont des revenus faibles, aux citoyens qui sont dans les pays qui ont des revenus faibles, de ne pas immigrer. Ça, nous ne pouvons pas empêcher cela. Et les études l'ont démontré, même le FMI l'a démontré dans ses études. Maintenant, il faut que les Africains soient capables de créer l'effet immigration inverse. Ce que j'appelle effet immigration inverse, c'est que l'Europe a une population vieille. En fait, l'Occident a une population vieille. Ils ont besoin de la main-d'œuvre jeune. Et par conséquent, la population africaine est très jeune. Et l'Afrique devient une niche pour l'Europe pour venir puiser cette population jeune. Nous, en Afrique, nous avons besoin d'une population expérimentée qui a la capacité déjà de maîtriser la technologie. Or, eux, ils ont assez de vieillards qui ont travaillé dans des industries hautement technologiques et nous avons besoin d'un transfert de technologie. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme eux, ils envoient leurs vieux dans des maisons de retraite. Nous, en Afrique, nous n'envoyons pas les vieux dans les maisons de retraite. Les vieux ont besoin d'être libres et vivre librement leur vie. Nous, on doit plutôt capter ces vieux et les ramener en Afrique pour former les jeunes et renverser la tendance. C'est cette stratégie que l'Afrique doit employer. Pensez à un transfert de compétences. Oui, une immigration inverse. Capter les vieux qu'ils envoient dans les maisons de retraite, les ramener en Afrique pour transmettre la compétence, l'accumulation de compétences qu'ils ont reçues. Parce que chez nous, en Afrique, on dit que le vieux est un sage et la sagesse d'un vieux peut aider les jeunes pour bâtir une nation forte. Capter ces vieillards, les ramener en Afrique, au Cameroun, pour former la jeunesse. Imaginez-vous, vous prenez un vieux qui a fait Mercedes, un ancien de Mercedes, dans un secteur clé de Mercedes, et puis vous l'envoyez venir former
nos polytechniciens. Vous voyez ce que ça peut faire? Donc, il faut que nous soyons capables de créer les politiques d'immigration inverses. Nous ne pouvons pas empêcher l'immigration, mais il faut que l'Afrique développe une contre-stratégie d'immigration qui va permettre non seulement de perdre en amont, parce que c'est la dynamique des échanges internationaux. Alors, cette dynamique d'échange voudrait que nous allons perdre, mais il faut que nous gagnions en retour. Et pour que nous gagnions en retour, nous devons donc capter ces vieillards pour pouvoir revenir former nos jeunes et à nous accompagner dans la mise en œuvre des industries de haute technologie et que l'Afrique a besoin parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons passer pour capter la technologie, pour voler la technologie occidentale. Oui, Jean-Patrick, est-ce que ce n'est pas dessus justement que sur ça que le gouvernement mise, c'est-à-dire, comme le docteur Ombe l'expliquait tout à l'heure, faire de l'immigration inverse, attendre, laisser les jeunes partir, attendre que la ressource vieille revienne, un peu comme ceux de la diaspora qui ont passé toute leur vie hors du pays, qui décident de revenir investir, ainsi de suite, parce que des politiciens comme Benjamin Gongan le disent à chaque fois, que le gouvernement ne met pas une véritable politique qui va encourager les jeunes à rester sur place. Donc, conclusion, on attend qu'ils partent et qu'ils reviennent étant vieux. Non, mais il y a deux choses. On est en train de sembler les persos. J'aimerais juste revenir sur ce que mon compagnie disait en disant que la solution n'est que politique. C'est pas vrai. La solution est d'abord citoyenne. On est aujourd'hui dans une nation où la population ne se reconnaît pas en elle-même et où les gens ne font pas ce qu'il faut, où je dis encore une fois, même dans le secteur privé, il y a des responsables qui ne sont justement pas responsables et qui pourraient et qui désabusent cette jeunesse-là. C'est pas une histoire de est-ce que on va t'enlever ton titre foncier ou autre. C'est une histoire de qu'est-ce que nous, en tant que Camerounais, en tant qu'aînés, en tant que responsables, on prend comme décision pour que les jeunes qu'on encadre. C'est aussi la responsabilité de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous qui sommes là. Combien de jeunes autour de nous on encadre? Moi, j'ai fait le choix d'ouvrir un incubateur où en 10 ans, j'ai pas eu 5 francs de subvention publique. Ça fait 6 ans que j'existe officiellement. J'ai eu mon agrément il y a 2 semaines, même pas, il y a moins de 10 jours. Tout ça pour vous dire que... mais j'ai quand même continué parce que il faut créer un environnement dans lequel les jeunes puissent s'épanouir. Moi, je suis pas d'accord quand j'entends dire il faut envoyer des jeunes et que les vieux reviennent. C'est faux. Au Cameroun, il y a eu des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires. Je connais un monsieur je connais un couple qui, à 30 ans, a construit le pont de Jos. Qui était moins cher que les Chinois, moins cher que les Français. Ils ont construit le pont de Jos que tout le monde voit et qui est un des plus bels ouvrages routiers au Cameroun. Je connais un Camerounais qui a racheté la première base Razel au Cameroun à 30 ans. Et ça, je parle 30 ans, je parle des années 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse n'est pas une excuse pour dire qu'il faut... Non, c'est pas ça. Il faut qu'on crée l'environnement dans lequel le talent des jeunes Camerounais s'exprime. Je connais une jeune Camerounaise, elle a 19 ans, elle est en 3e année d'école d'ingénieur à Polytechnique au Maroc. Elle a eu la bourse full. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement intelligente. Elle est en train de travailler sur une pile qui fonctionne à base de l'extraction des plantes invasives. Tout ça pour dire que ce sont les conditions dans lesquelles le talent de ces jeunes-là peut s'exprimer. Je travaille avec beaucoup de jeunes et je peux vous dire, à l'IUT, à Marois, les jeunes sont extrêmement talentueux. On parle de l'immigration internationale, mais il y a 2 millions de déplacés internes au Cameroun. Il y a 2 millions de déplacés internes au Cameroun qui, aujourd'hui, ont délaissé nos bassins de production. Aujourd'hui, les champs à Bamenda, du fait dans de l'insécurité à Bamenda, ou bien il y a des déplacés de la sécurité, mais il y a des déplacés climatiques comme à l'extrême nord. On va investir bientôt là-bas, d'apprêter 89 milliards au Cameroun pour investir à l'extrême nord, mais c'est pour les qui? On parlait de la fuite des compétences vers l'étranger, mais vous allez dans certaines écoles du Grand Nord, tous les professeurs, vous avez quasiment tous dans le Grand Sud, quand il y a eu le problème de professeurs dans le Grand Sud. Donc, en réalité, on a une cohésion sociale à reconstruire qui est de l'ordre de chacun. Quand on dit le sujet est politique, alors qu'aujourd'hui, le jeune de moins de 25 ans ne voit pas ce que le politique, quel qu'il soit, que ce soit du parti au pouvoir ou parti opposition, a fait pour lui, vous courez vers un échec. Il faut expliquer aux jeunes en question, M. Gongan, et je vous le dis, il faut expliquer aux jeunes
quel est son intérêt propre et comment il est sa propre chance et la chance du Cameroun. Et c'est pas une histoire politique, c'est une histoire d'humain. Les sociétés traditionnelles sont développées, et je parle de sociétés traditionnelles parce que je sais que vous avez un fort accent dans le MP3, en tout cas dans la console MP3 que je connais un peu, sur le lien avec l'histoire, la culture, la tradition. Nos villages ne sont pas développés avec une histoire sont développés sur l'échange de savoir et la place de chacun respectée dans la communauté. C'est comme ça qu'on a développé nos territoires, on a développé nos villages. Aujourd'hui, il faut qu'on mette en configuration les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer là où ils sont. La majorité des jeunes ne partent pas. La majorité des jeunes, 99% des jeunes restent au Cameroun. 99% des Camerounais restent au Cameroun. Même si on vous dit que 100 000, 125 000... Ils restent, mais ils ont envie de partir, ils attendent juste l'opportunité. Ça je n'en suis pas sûr, parce que je peux vous dire qu'effectivement, beaucoup de gens disent que si je peux partir au Canada, je pars. Je suis d'accord. Mais simplement, vous avez aussi de nombreux jeunes qui vous disent que non, fais quoi, le Cameroun, c'est mon pays, je veux seulement rester. C'est-à-dire qu'il y a autant de jeunes, voire plus, qui vous disent qu'ils ont envie de rester pour se battre au Cameroun, mais sauf que quand ils essayent et qu'ils se battent, à la fin, ils ne peuvent pas bénéficier du fruit de leur engagement. C'est-à-dire, c'est vraiment une question et je reviens dessus, c'est une question de dignité humaine en réalité. Quand vous ne permettez pas à quelqu'un, et moi je travaille pour les jeunes de l'unité de Douala, Polytechnique Marois, je suis allé dans tout le Cameroun travailler avec les jeunes, et je peux vous dire que la chose essentielle, c'est qu'ils demandent, même s'ils ont seulement 100 francs pour vivre, qu'on les laisse vivre avec leurs 100 francs. Quand la maman qui vient vendre le plantain prune à Ndokoti vient vendre son plantain prune et que vous avez quelqu'un de la police municipale qui vient faire comme ça et qui l'oblige à payer pour pouvoir vendre son plantain prune, là vous touchez à sa dignité. Quand vous avez des gens qui viennent casser des étals, etc., le problème du Cameroun n'est pas un problème... Il y a une question politique qui se pose, c'est évident, et là je ne vais pas quand même dire non à M. Gogo, je vais lui concéder cela. Mais c'est d'abord une question citoyenne, une question d'humain. Quelqu'un que vous respectez est capable de tout faire. Quelqu'un à qui vous manquez de respect n'a envie de rien faire, n'a envie de rien construire. Même si on va les traiter comme des vigiles, alors que le gars il a bac plus 5 en Europe, en Occident, au Canada, parce qu'on parlait des raisons pour lesquelles ils immigrent au Canada, oui. Au moins le fruit de leur travail, ils vont en bénéficier. Dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient économiques et qu'elles soient sociales. Parce que dans les contrées qui sont vides au Canada, l'immigré qui arrive là-bas, il est comme un roi. Parce qu'on sait que le village en question, où on dit que non, on te donne même maison, on va mourir, s'il ne vient pas, il est comme un roi. On le respecte. J'aurais aimé entendre que mon copanéliste du MP3 me dise, parce que je sais, comme c'est un sujet dont ils en parlent dans leur parti, qu'il faut reconstruire la nation camerounaise. C'est une nation qui est beaucoup plus souvent elle-même. Vous savez à Marois ce qui se passe pour les déplacés internes à Marois, à qui on donne de l'argent pour pouvoir se nourrir. Ils vont dans les boutiques à Marois et disent je vais aller acheter le cube, la tomate, etc. Les boutiques disent que sors de chez moi, espèce de Boko Haram. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'elles sont doublement déplacées dans leur propre pays parce qu'il y a une question de la dignité dans laquelle elles peuvent vivre. Et si on mais là, c'est du fait de l'insécurité. Non, c'est du fait aussi de la société. Raison. C'est pas l'insécurité, simplement, c'est parce que plus personne n'a confiance en son voisin. Avant, c'est-à-dire que là, on nous parle de faits divers du voisin qui entre dans la maison de son voisin et va tuer l'enfant. Avant, moi, à notre époque, quand tu sortais de chez toi et que tu étais un peu bizarre, on sait que tu avais un habit un peu bizarre, on t'attrape en train de voir faire les bêtises que les enfants font souvent au quartier. Le gardien d'à côté te tapait, oui. Et quand ton père rentrait, il t'accueillait son père te tapait devant tout le quartier, il disait au gardien que non, tu as bien fait, tapons-le encore. Bon, j'ai tapé, j'exagère, mais c'est-à-dire qu'il y avait une solidarité sociale. Que, effectivement, la situation économique fait que chacun s'occupe d'abord de savoir combien il va manger demain avec sa famille et donc oublie la solidarité sociale. Mais la solidarité sociale et humaine, c'est ça qui nous manque.
On pourra faire tout ce qu'on veut, mettre des petits camps en place, s'il n'y a pas de solidarité. Avant, il y avait même les cours de répétition collective. Et on a vu dans les moments les plus durs, les Camerounais réagir comme ça. Les comités de sécurité de quartier où chacun dit que je vais donner 200 francs. Est-ce qu'on a institué un décret pour que les gens mettent des barrières, pour que les bandits arrêtent de venir braquer les maisons? Non. Mais il y a des jeunes qui restent dans les quartiers, on leur 200, comités de vigilance. Comme les comités d'hygiène et de salubrité. Également. À Maroua, il y a des gars qui sont mis ensemble pour aller récupérer les gens qu'on avait enlevés dans les villages. Ils ont tapé Boko Haram, ils n'étaient pas formés. Ils se sont dit qu'on va se aller récupérer nos gens. Donc ça veut dire qu'il y a une résilience chez le Camerounais qui fait que face aux problèmes, le Camerounais réagit. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas face au problème, mais c'est dans un quotidien, dans des conditions créées pour que le Camerounais n'immigre pas. Vous ferez tout ce que vous voulez si vous ne créez pas les conditions dans lesquelles le jeune Camerounais, ou je suis un peu plus vieux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez que dans l'immigration internationale, c'est beaucoup de femmes. C'est beaucoup de femmes pourquoi? Parce qu'elles veulent aller vers plus d'émancipation. À peu près 40 ans, les immigrations internationales, c'est à peu près 41% de femmes, à peu près. Et aussi, quand vous comprenez que c'est pour des raisons de dignité, c'est quand vous voyez quels sont les postes les plus recherchés. C'est vrai qu'on dit que oui, il y a des hauts profils, notamment dans la comptabilité ou dans la tech. Notamment dans la comptabilité. Je connais un entrepreneur que j'accompagnais, il avait 15 employés dans les locaux, il louait des locaux chez moi, il a tout fermé parce qu'en fait, il n'avait pas Internet de manière permanente. Donc à un moment donné, il ne pouvait plus livrer ses clients. Il a tout fermé. Il avait 15 employés. Un jeune à moins de 35 ans. Il a émigré au Canada. Mais c'est beaucoup de travail dans l'agriculture, dans les infirmières. Donc, vous voyez des gars qui quittent de banque, qui sont Société Générale, ils deviennent infirmiers au Canada. Oui. C'est pourquoi? C'est parce qu'en réalité, on va respecter le fruit de son travail, même s'il est infirmier. Et qu'effectivement, il va donner, comme je disais au début, un futur un peu plus digne à ses enfants. Donc, et la dignité, oui, c'est les décisions de qu'est-ce que le gouvernement fait pour mettre en place la dignité. Comment est-ce que tu vas à l'hôpital de district de ton district et tu ne mets pas parce qu'il n'y a pas de couveuse ou de gaz, je veux dire d'oxygène. Mais c'est aussi qu'un grand patron ne paye pas une facture à 90 jours parce que la production va s'arrêter et que les 60 000 que le vigile gagne ou que le petit ouvrier gagne et qui n'est pas payé pendant 2 mois, en fait, il va crever au quartier parce que son bailleur va dire que non, paye-moi mon... Il ne va pas donner les 100 francs. Et ses enfants n'iront pas à l'école. N'iront pas à l'école. Donc, dans l'immigration, c'est un effet de société qui nous concerne tous. Si on se reste à dire que non, c'est un problème politique parce que le gouvernement va faire, on se trompe. C'est un problème sociétal qui a plusieurs dimensions politiques, sociétales, humaines, mais pour lesquelles on est tous concernés parce qu'on a tous notre responsabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, moi, qui m'embête quand j'entends... docteur, comment vous pouvez dire qu'il faut qu'on apprenne les vieux, qu'on mette au banc de tout? Je comprends votre... Pour le transfert, il insiste juste pour le transfert de compétences. Pas pour qu'il travaille. Non, la Chine n'a pas importé les vieux pour faire la technologie. La Chine n'a pas importé les vieux. La Chine a dit, nous sommes un marché de consommation extraordinaire. Vous voulez consommer, vous voulez avoir atteint le marché de consommation, vous faites un transfert de technologie. En termes de population, la next puissance démographique, c'est l'Afrique. La plus puissance même sur tout ce qui est production agricole, c'est l'Afrique. Le chocolat, qui est un aliment socialement consommé en Europe, et pas... On ne connaît pas le chocolat. Le cacao même. Non, moi je parle de chocolat pour dire, bon, c'est le cacao transformé. Oui. En fait, combien de gens mangent vraiment le chocolat au Cameroun? Pas beaucoup. Tègre-Ban est en train de vouloir fermer. Combien de gens mangent vraiment le chocolat au Cameroun? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, certains produits de base, et c'est ça que disait l'ambassadeur de l'Union européenne l'autre jour, Jean-Marc Chatnier, il disait qu'en réalité, chacun d'entre nous en a des besoins. Des conversations vraiment pour se parler de manière claire que voilà mon besoin, ton besoin, comment on fait pour faire le business dessus. Et on s'arrange. Si effectivement on a besoin de votre main d'œuvre jeune pour repeupler ou bien pour dynamiser l'industrie, parce que vous voyez, c'est ces ouvriers qui partent. Quand vous allez en France, c'est pas les Français pure souche qui sont éboueurs hein, ou qui sont à la plonge. Hein. C'est toujours nous. Non, c'est-à-dire que les métiers de base qui permettent à la société de vivre, c'est-à-dire qui fait que les rues de Paris soient nettoyées le matin ou de Montréal, c'est toujours nous. Les Africains. Les Africains, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on a une puissance démographique, une résilience au travail qui font que c'est une force. Donc oui, il faut construire la force mentale, comme vous disiez tout à l'heure, ça c'est vrai, mais il faut surtout accepter de redonner la dignité aux gens parce que même les boueurs
on le respecte. Au Canada, ils respectent toutes les personnes. Redonner la dignité aux Camerounais, aux Africains, les respecter, leur montrer qu'ils sont respectés, qu'ils comptent dans la société. On imagine que ça fait partie du projet politique du MP3, mais comment donc leur redonner confiance? Est-ce que de simples discours comme ceux du président de la République à la veille de la célébration de la fête de la jeunesse suffisent pour redonner confiance aux jeunes lorsque le discours n'est pas souvent accompagné d'actes concrets? Discours de tous les partis politiques d'ailleurs. De tous les partis politiques aussi. C'est intéressant, je comprends bien, monsieur, que tu as quand beaucoup de jeunes, la politique leur fait peur. Parce que pendant plusieurs décennies, on nous a un peu appris que la politique c'était réservé à certains, il ne faut pas s'y intéresser. Et donc on se cache souvent, ou en tout cas on préfère se voiler sous les habits de la société civile, en se disant, bon, quand j'investis le champ de la société civile, je ne menace pas les intérêts des gens qui ont dit que la politique était méchante, donc on va me laisser agir. Non, la politique, en tout cas dans sa définition simple, c'est simplement l'organisation de la société, l'organisation du pouvoir dans la société. Et donc, par ce fait-là, la politique, je le redis, investit tous les sujets de la société. Quand on évoque les jeunes et comment faire pour leur donner l'envie, on a créé à l'UQAM en 1954. Ce n'était pas des Juifs qu'on a fait venir de Canada pour venir construire à l'UQAM. À l'UQAM, la société qui produisait de l'acier au Cameroun, une des premières en Afrique centrale d'ailleurs, et peut-être dans les pays africains à le faire. Ce sont des jeunes qui sont venus s'installer à Edea. On avait même construit des cités pour qu'ils viennent investir, pour qu'ils viennent s'installer avec leur famille. Vous ne pensez pas que les jeunes sortis de la Sanaga-Maritime ou même des autres départements du littoral pour converger vers cette grande industrie qui se posait à cet endroit-là avant l'indépendance, vous ne pensez pas qu'ils rêvaient, ils se projetaient pas au Cameroun avec fierté, avec l'envie de construire pour eux et pour leur famille dans ce Cameroun? Bien évidemment. Les jeunes qui sortaient de l'école et qui sont devenus commandants de bord de Cameroun Airlines, ils avaient envie de rester au Cameroun. Ceux qui partaient se former, y compris le président qu'on a actuellement aujourd'hui, il est bien revenu. Pourquoi? Parce qu'il se projetait dans le Cameroun. Il savait que je vais revenir, je vais y travailler. On leur a proposé un salaire après les formations qu'il a fait en France. Il aura certainement refusé en se disant, c'est pas grave, je vais aller au Cameroun et je vais construire et quelque chose me grandir et me réaliser là-bas. Donc, ça commence, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Bon, sauf que monsieur, que tu n'étais pas sur le plateau ici quand on a discuté de la nation pour la fête du 20 mai, j'ai eu longuement le temps d'expliquer le programme du MP3 là-dessus, puisque la deuxième clé dans notre programme, c'est d'ailleurs de recommencer par une conversation nationale qui sera souveraine et qui va proposer des mesures pour un référendum sur comment on organise cet État. On pourra aborder les questions sans tabou des migrants internes qui viennent des conflits du nord-ouest et du sud-ouest, qui viennent des problèmes, des difficultés sécuritaires dans le nord et l'extrême nord, et même ceux qui sont à la frontière avec notre voisin, la RCA. Tout ça va être abordé. Mais ne perdons pas de vue, une fois de plus, que quand on dit oui, c'est une question de société, chacun doit se... D'accord, mais c'est d'abord et surtout le politique qui va poser le cadre. Et quand je dis le politique, il ne faut pas voir ça comme simplement les batailles ou les affrontements qu'il peut y avoir entre les partis politiques. Ne mettez jamais sur le même plan le parti au pouvoir et les autres partis d'opposition. Un parti d'opposition n'a aucun levier, sauf s'il est responsable dans un endroit. Mais la nation, la politique de la nation, c'est-à-dire l'organisation de la nation tout entière, elle revient aux responsables. Dans notre cas, on peut parler d'irresponsables qui ont eu le pouvoir à un moment donné en tant que président du chef de l'exécutif, en tant que responsable au Parlement, en tout cas la majorité, 165 députés sur 180 sont du parti RDPC, donc parti du président, et dans quelques mesures, ils ont le pouvoir de piloter l'administration. Donc ceux qui vont vous donner un acte de naissance quand votre enfant vient au monde, ceux qui vont vous dire vous avez tel impôt à payer quand vous allez dans votre centre d'impôt, ceux qui vont vous dire que voici ce que tu vas apprendre cette année au ministère de l'Éducation, etc., etc. Donc comment on redonne confiance à ces jeunes-là? Il ne suffit pas seulement de faire les actions, je suis d'accord, qui sont importantes. Comité hygiène, comité sécurité, vigilance. Là, ce sont des initiatives personnelles. Personnelles, oui, parce que, en fin de compte, nous sommes des humains et les humains trouvent souvent beaucoup de solutions dans les interactions. Comment leur donner confiance? On leur donne confiance, premièrement, j'ai dit, en agissant sur les deux axes, vision et action. La vision, c'est d'abord revenir sur les deux piliers c'est ce qui compose notre programme, mais on y a réfléchi parce qu'on s'est dit que c'est ça qui nous avait permis d'exister en tant que nation dans l'histoire. Justice sociale, prospérité partagée. On ne fait pas société dans n'importe où au monde si on ne se sent pas
serein, c'est-à-dire si j'ai un problème de main, de vol, un cas d'injustice, on va me reconnaître comme victime et organiser les choses pour que je récupère ce qui me revient de droit. La justice sociale, c'est le premier pilier. Prospérité partagée. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez là. Si chacun ne sent pas qu'il se réalise, qu'il évolue dans sa vie, que sa famille peut demain avoir un peu mieux que ce qu'il a, on ne va pas vouloir faire société. Donc redonner confiance, c'est d'abord poser la bonne vision, c'est prospérité partagée et justice sociale. Et après, dans le plan d'action, il faut qu'on voie des résultats. Pourquoi on va demain dire je vais annoncer tel chantier qui va coûter 1000 milliards et après en cours de route on ne sait pas ce que sont devenus ces 1000 milliards. Le chef d'État va venir à la fin d'année nous faire un bréviaire et dire des choses qui n'ont même plus de sens. Si tous les Camerounais travaillaient à son rythme, c'est-à-dire 4 ou 5 interventions dans l'année, on serait même peut-être, c'est pas seulement 9 000 personnes qui partiraient au Canada, on sera peut-être à 90 000 personnes. Donc il faut simplement que le plan d'action, une fois que la vision a été posée, le plan d'action donne des résultats qui montrent aux gens que les choses qu'on a dit sont en train de se réaliser et qu'on a une situation comme ce qui s'est passé en 1954 pour les jeunes qui sont arrivés à EDA, on voit que ça va changer ma vie. On voit que c'est en train de bouger. C'est noté, redonner confiance aux jeunes. Il nous reste 1 minute, Dr Ombé. Plus le temps passe, plus les années passent, plus le nombre de départs ne fait qu'augmenter. Il est vrai que la situation est plus ou moins prise en considération, prise en compte, mais imaginons-nous d'ici 10 ans, si on ne redonne pas effectivement confiance à ces jeunes à travers des actions qui jouent en leur faveur, on va vers quoi? Vers un Cameroun qui aura moins de 30 millions d'habitants estimés aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je vous ai dit, le problème de l'immigration c'est un phénomène qui sera dynamique et il ne va pas s'arrêter. Ce que le Cameroun doit faire, c'est poser les bases d'une politique sociale forte. Ça veut dire qu'il faut quand même améliorer la sécurité sociale. Il faut que nous changeons même de modèle de sécurité sociale. Parce que le modèle de sécurité sociale qu'aujourd'hui la Caisse nationale de prévoyance sociale utilise est dépassé. C'est un modèle qui a été mis sur pied lorsque nous avons vu les indépendances et il y est. Parce que dans le modèle, il y a 2 modèles de sécurité sociale. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion pour expliquer les formes de modèle de sécurité sociale, mais il faut, parce que si la sécurité sociale est garantie et que le Camerounais sait que si je tombe malade, mon enfant tombe malade, ça va considérablement réduire le problème des cas de salaire et le problème des revenus. Parce qu'au Cameroun, dans le salaire, il y a 2 rubriques qui sont fortes. Le logement, la santé. Le logement coûte énormément cher au Cameroun. Alors que dans ces pays, il y a des logements qui sont quand même modérés et il y a la santé avec l'assurance maladie universelle qui est également là. Mais il faut qu'on accélère le processus d'assurance universelle et également que les employeurs souscrivent aux assurances complémentaires. Et ça va donc permettre quand même pour que le bien-être puisse être ressenti. Maintenant, à cela, il faut que nous, comme je vous l'ai dit, il faut que les politiques africaines organisent des politiques d'immigration inverse. C'est une solution sine qua non si nous voulons. Parce que c'est le marché de l'emploi international. Si nous n'arrivons pas au marché de l'emploi international, nous serons toujours les perdants parce qu'on ne fait pas la concurrence avec celui qui a un revenu plus élevé. Et sur ce marché, cela voudrait dire que, je veux le dire, la Chine a envoyé les jeunes aller voler la technologie dans les unités et revenir impulser cette technologie. Nous, aujourd'hui, les Européens ont pris conscience de ce que la Chine les a fait. Ils ne pourront pas nous permettre de faire la même chose. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est développer la politique d'immigration inverse en prenant l'immigration des vieux choisis. C'est noté. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malheureusement, la régie nous signale que c'est la fin de l'émission. Malheureusement, vous ne pourrez pas réagir, Jean-Patrick. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Benjamin. Merci, Dr Ombé. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain, 19h30, pour une nouvelle édition du Grand Plateau.